17% de croissance de visites sur une population cible. Franchement, il n'y a pas beaucoup de projets qui nous permettent de créer autant de valeur. Et c'est ça qui nous attire dans ces projets d'automatisation, c'est notre capacité d'atteindre des choses qu'on pensait impossibles il y a finalement un an et demi. On y arrive maintenant et on y arrive très vite. On est à la croisée des chemins d'une vraie révolution, bien entendu. Et sincèrement, il y a 3 ans, tu m'aurais dit les possibilités qui étaient les nôtres aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis pas sûr que je t'aurais cru. Je suis pas sûr que je t'aurais cru. Bienvenue dans cette série spéciale consacrée à ceux qui font le business de demain. Aujourd'hui, l'automatisation et l'IA sont devenus les piliers de la performance. Et pour comprendre comment cela change complètement la donne, chez Make, nous donnons la parole à nos clients. Ils vont partager avec nous comment ils ont transformé leur processus dans un monde AI first. Je suis David, je vous propose de rentrer dans les coulisses de l'efficacité. Bonjour Jonathan, ravi Bonjour de te David. recevoir aujourd'hui. Pour commencer, peux-tu nous en dire plus sur Oscaro et ton rôle dans l'entreprise ? Oui, avec plaisir. Donc, enchanté. Donc, je m'appelle Jonathan, je suis le directeur marketing et catalogue au sein d'Oscaro. Oscaro, pour présenter en quelques mots, on est le leader de la vente en ligne de pièces détachées auprès du grand public. Et j'aime bien parler de quelques chiffres. On aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, mais Oscaro, aujourd'hui, c'est une pièce vendue toutes les 4 secondes. On a 10 millions de clients servis depuis 2021 et on a 10 millions de visiteurs mensuels sur le site tous les mois. Si on veut parler d'économie et d'argent un peu, c'est 2 milliards d'euros économisés depuis notre lancement il y a 25 ans maintenant pour les automobilistes qui utilisent notre plateforme. Vous avez implémenté l'IA, vous avez testé, vous avez déployé l'IA fortement auprès de vos collaborateurs. Quelles ont été vos motivations pour tester des solutions d'automatisation et finalement accéder à Make? Alors oui, on est encore de façon très humble au début de l'IA, je pense, et de ce qu'on va pouvoir faire demain avec ce qui est en train de se développer, mais de façon très objective, Oscaro, c'est un métier assez compliqué, en fait. Assez compliqué parce qu'aujourd'hui, on a 70 000 modèles de voitures et on référence plus d'1,8 million de pièces auto. C'est énorme. Ça fait des milliards de combinaisons. Donc des milliards de combinaisons aujourd'hui, ça fait un volume de pages sur notre site très conséquent. Et donc notre ambition autour de l'IA et de l'automatisation, c'était de trouver des outils qui nous permettent de passer nos ambitions à l'échelle d'un site comme Oscaro et de ses complexités et de ses volumes très importants qui sont notre métier. Alors quels ont été les critères qui ont abouti au choix de Make? Alors, pourquoi on a choisi Mec? Parce que, alors tout d'abord, quand on a regardé un petit peu le marché, on cherchait une solution qui, dans tous les cas, devait être agnostique de finalement les outils auxquels elles allaient se connecter. Donc ça, c'était un premier élément qui était important pour nous. Le deuxième challenge qu'on s'est fixé, c'était qu'il y ait un coût qui soit abordable, bien entendu. Donc on a essayé de trouver et de Évidemment, regarder au on parle niveau. toujours de coût. Voilà, on parle toujours de coûts et voilà, on avait des volumétries importantes, donc il fallait que le coût au call, comme on dit, soit accessible pour nos ambitions. Et on voulait enfin une interface qui soit le plus facilement maniable pour le métier sans avoir à passer par l'IT. Donc, sur la base de ces différents critères, on a regardé un petit peu ce qui se faisait pour le marché, on a testé différentes solutions et on a choisi Make pour nous permettre de nous accompagner dans cette transformation. Donc aujourd'hui, qui sont les utilisateurs finalement de Make au quotidien? Alors chez nous, c'est uniquement le métier. Ça a commencé comme ça et on en est encore à ce niveau-là. Donc quand je dis le métier, c'est le métier côté SEO, marketing, catalogue. Ok. C'est là-bas, aujourd'hui, qu'on consomme à la fois du MEC, à la fois du LLM. Et cette ambition de développer le contenu, de développer la qualité des informations qui sont présentes sur nos fiches, sont pilotées directement par les équipes métiers qui en ont la responsabilité. D'accord. Est-ce qu'il y a une gouvernance ou un lien avec l'IT qui a été Alors, mis en œuvre? des liens avec l'ALTI, il y en a toujours. Je parlais donc d'adhérence minimale, c'est-à-dire qu'il faut toujours, à un moment donné, publier, arriver sur les serveurs, être capable d'avoir un côté IT pour s'assurer qu'on ne fait pas sauter la machine. Mais par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire avant, c'était dans cette ambition-là d'avoir une adhérence qui soit assez fine. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de sujets à côté, et ce sujet-là venait un petit peu comme la cerise sur le gâteau, le complément. Les cas d'usage finalement que vous avez implémentés, ou le premier cas d'usage que vous avez implémenté, quel est-il ou quels sont-ils? Alors, on a commencé avec l'ambition d'avoir, comme je le disais, une complétude d'informations et de qualité de rédaction sur nos fiches produits.
On avait beaucoup de caractéristiques, donc 1,8 million de références disponibles. Très compliqué de passer sur l'intégralité de ces fiches, en plusieurs langues en plus, parce qu'on s'est pas facilité la vie. Évidemment. Mais donc on avait des caractéristiques produits, c'était, j'allais dire, très scolaire. Des bullet points, des longueurs, des largeurs, des atouts produits, des mises en avant. On voulait partir de cette base et on s'était dit: «Bon, c'est bien un prisme très technique, on a les informations essentielles pour permettre le bon choix de la bonne pièce pour nos utilisateurs, mais franchement, ça fait pas rêver». Donc notre ambition, c'était de s'assurer que l'intégralité des informations était bien présente pour les fiches, premier élément, et une fois qu'on les avait bien réalisées avec une complétude qu'on espère maximale, on s'est dit: «OK, on va céder des LLM, pour nous permettre d'avoir une rédaction qui soit plus cohérent pour un utilisateur qui vient sur notre site et qui découvre des pièces et qui a juste envie de comprendre quels sont les atouts, les avantages dans un langage très, j'allais dire viable ou en tout cas, très commun, à la lecture, très agréable à lire aussi». Voilà. Jonathan, tu as parlé de coûts, d'emblée, et de démarrage. Moi, j'ai envie de parler de gains. Mmh. Entre comment ça se passait avant finalement, comment ça se passe après, quels ont été les gains? Alors les S'ils sont quantifiables. ils sont quantifiables. Ils sont quantifiables parce que sinon, je suis pas sûr qu'on aurait continué Oui, on parce serait qu'il peut-être faut pas là en train de se parler, hein. voilà, exactement. Il faut qu'on soit capable de dire, à partir du moment où on crée quelque chose, combien ça rapporte derrière. Cette notion de ROI, elle est inhérente au marketing et je pense qu'elle est inhérente à beaucoup d'entreprises dans les différents pôles. Hem Donc, comme je le disais, sur ce premier use case, sur ce premier cas qu'on a travaillé, on a commencé par travailler sur une population assez fine. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est très important de ne pas voir trop gros quand on commence à avancer sur ces sujets-là. Donc, on a pris une population de pages qu'on pouvait assez facilement comparer à des pages assez similaires. Et il y en a qu'on a travaillé et d'autres qu'on n'a pas travaillé. OK. Donc on a fait voilà, ce qu'on appelle une population blanche et une population travaillée sur la base d'un certain nombre de voilà, d'actions qu'on a menées en lien avec l'automatisation et les LLM. Euh, on a finalisé, on a publié et on a laissé un petit peu de temps pour regarder comment ça prenait, quels étaient derrière les impacts très directs. Je vais parler d'un impact qui me semble, significatif et sur lequel je peux partager, c'est 17%. 17%, c'est la croissance des visites qu'on a fait sur les pages ainsi retravaillées par rapport à cette même population blanche. Il y a aussi un atout autour de la conversion derrière, avec un langage qui soit plus fluide pour nos utilisateurs, comme je le disais. Mais déjà rien que ça, 17% de croissance de visites sur une population cible, franchement, il n'y a pas beaucoup de projets qui nous permettent de créer autant de valeur, pour notre site internet, pour oscaro.com. C'est assez exceptionnel, effectivement. C'est pas neutre, on va C'est pas dire. neutre. Hem, en termes d'équipe, tu évoquais les populations, combien de personnes ont été impliquées dans ce premier use case ou ces premiers projets? Alors, c'est très fin et c'est ça qui est, à mon avis, assez top, en fait. C'est que, concrètement, on a 2 personnes qui, de façon opérationnelle, sont rentrées un petit peu dans l'interface Make, pardon. 2 personnes qui ont entrepris le fait de se saisir de cet outil et d'essayer d'y accéder pour pouvoir déployer l'ambition qu'on s'était fixée. Donc 2 personnes qui ont travaillé sur l'outil, qui ont travaillé sur les workflows, qui ont fait différents tests, qui ont fait et finalement derrière, il y a eu une personne IT, parce que comme je le disais, on a essayé de limiter l'adhérence, mais il en faut toujours, qui nous a permis de passer de, finalement du stockage d'informations dans des storage, vers notre site et notre production. Donc on a eu concrètement 3 personnes. 2 personnes pour la création des workflows, la dynamisation, les contrôles, j'y reviendrai aussi, qui ont agi de façon très opérationnelle pour réaliser les ambitions. Et on a une personne qui, d'un prisme IT, est passée du bucket avec le contenu jusqu'à la production. Donc c'est 3 personnes impliquées qui sont passées de l'idée jusqu'à la mise en production. C'est très faible. En combien de temps ça s'est passé? Entre, l'idée, la réalisation, la mise en production, tout ça, c'est fait en combien de temps? Mais concrètement, et c'était assez hallucinant, le premier workflow simple dans lequel on n'a pas fait des prompts un prompt assez générique pour commencer, pour voir comment ça fonctionnait, c'est 1 semaine. 1 semaine de temps, on avait déjà la première pipeline qui tournait, on voyait que ça fonctionnait, ça générait du contenu, ça appelait les API du LLM avec lequel on s'était connecté et finalement ça a été, assez rapide, même si ça a nécessité dans un second round
à la fois du fine-tuning sur ce qu'on avait créé, mais également de la complétude derrière aussi, avec des prompts beaucoup plus spécialisés qu'un prompt générique qui n'apportait pas satisfaction au global. Mais sincèrement, pour passer de l'idée jusqu'à la réalisation, en une semaine, on avait déjà quelque chose qui tenait quand même très correctement la route. C'est incroyable. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite et c'est ça qui nous attire dans ces projets d'automatisation, c'est notre capacité d'atteindre des choses qu'on pensait impossibles il y a finalement 1 an et demi. On y arrive maintenant et on y arrive très vite. Et vous avez fait ça en interne uniquement ou vous avez sourcé des ressources, fait appel à des partenaires pour vous accompagner sur, ces premiers projets? Non, on a tout fait en interne. Donc, on a aussi une équipe métier qui a cette capacité de, finalement, comprendre le fonctionnement d'une pipeline, d'un bucket, de ces choses-là. Donc bien sûr que ça nous a aidés. Il faut quand même une Évidemment. compréhension technologique, même si, c'est pas des développeurs, loin de là. Hem, mais non, non, on a fait ça homemade, comme on dit. On a fait ça entre nous et on s'était fixé ça dans le cadre d'un POC, hein, quand on a commencé en se disant: «Bah, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que ça peut donner quelque chose?» Et comme je vous l'ai dit, on a déployé quelques semaines plus tard les premiers products avec des résultats intéressants. Comment se sont passées les relations avec, Make? Alors avec Mec, on a eu un accompagnement qui nous a donné les fondements de l'outil, qui nous a montré comment fonctionnait l'interface, quelles en étaient les possibilités. Donc, voilà, j'ai conscience aussi que, de temps en temps, on peut être un peu chronophage auprès des équipes pour, essayer de demander toujours un petit peu d'appui, un petit peu d'aide, un petit peu de compréhension. Mais je pense que voilà, sincèrement et c'est une des forces de Make, c'est que l'interface, elle est assez agile pour un métier et donc finalement, on s'en sort bien et une fois qu'on a compris les fondements, derrière, on peut affiner quelques éléments, mais globalement, on a en tête ce vers quoi on peut aller et dès qu'on a les possibilités, après, c'est simplement la créativité qui devient la limite. Voilà. Donc là, vous avez fait un POC, enfin plus qu'un POC, c'est un pilote, c'est une expérimentation qui est en production, qui tourne. Quel type de perspective tu vois? Alors des perspectives, on sait qu'il y en a beaucoup. Mais comme je l'évoquais, la mise à l'échelle derrière doit être prise, de façon en amont des différents projets qu'on veut faire. En fait, oui, on a lancé quelque chose de très vite, mais pour être honnête, on est encore en train de l'améliorer. On est encore en train de l'améliorer parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que notre capacité à être précis rendait finalement la réussite de ce projet encore plus importante. Donc, on a d'autres idées. On a déployé ce qu'on faisait sur les fiches produits sur d'autres types de pages, des pages listes, par exemple, dans lesquelles on avait des créations d'FAQ à certains endroits assez spécifiques. Donc on est en train de continuer, mais pas encore sous forme de mise à l'échelle, plus sous forme de test and learn, pour se rendre compte si vraiment on est capable de générer des visites, donc des revenus complémentaires sur les différentes actions qu'on mène. Et finalement, on revient régulièrement sur le premier projet parce qu'on se dit: «Mais attends, mais on peut encore faire mieux que On n'est ce pas qu'on allé au avait». bout, on peut On n'est encore pas encore optimiser, allé au ouais. bout et cette capacité finalement à transformer, les scripts, les prompts plutôt, et de les rendre de plus en plus fins par catégorie, par sous-catégorie, par sous-sous-catégorie, bah, rend le projet encore plus alerte pour nous parce qu'il crée de la valeur. Plus on en rajoute, plus il va créer de la valeur. Donc c'est assez intéressant. Donc on voit des perspectives et à la fois la question qui me vient, c'est, comment s'organiser? Quelle organisation, quelle gouvernance? Comment accompagner le changement? J'imagine que c'est des questions que vous posez. Comment tu vois les choses? Alors c'est vrai qu'on se les pose. On n'a pas encore tout résolu, hein, chez Oscaro très clairement, mais voilà, chez nous, on a une équipe IT, on a une équipe data, on a du métier. On sait qu'au sein de tout ça, il va falloir une gouvernance assez précise pour être capable de bien encapsuler les projets des uns, les envies des autres, bah, le run global de l'entreprise. Donc, ça serait un peu naïf de ma part de dire qu'on est déjà très rodé là-dessus. Je pense on est en train d'apprendre. Je rappelle de tout ça, hein, il y a 1 an, on n'avait aucune idée de nos capacités de pouvoir générer ce genre d'action. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de se créer et je dirais qu'aujourd'hui, on a surtout acté sur qu'est-ce qu'on acceptait vis-à-vis des métiers en termes d'LLM notamment, heu,
qu'est-ce qu'on n'acceptait pas et comment on distribuait les licences, comment on les distribuait pas. Il fallait vraiment qu'il y ait un besoin derrière. Donc, j'allais dire, c'est surtout sur ça aujourd'hui qu'on a pu créer une organisation, à mon sens, assez viable. Mais, mais voilà, on a encore du travail pour que concrètement cette organisation soit plus centralisée et un effet de halo sur les autres organes de l'entreprise aussi. Et c'est l'ambition qu'on porte. Effectivement, parce que des use cases finalement, cas d'usage, il y en a de partout dans une organisation, que ce soit, pour le métier marketing, tous les cas d'usage qu'on évoque, mais il y a des cas d'usage pour la partie RH, pour les achats, pour la supply chain, la gestion des flux, tout simplement. Finalement, on peut tout embrasser. Le risque, c'est qu'on peut tout embrasser très rapidement. C'est vrai que je pense que chaque, entité, chaque direction, en effet, du service client, de logistique, et beaucoup d'autres, hem, doivent commencer à entrevoir des capacités d'amélioration liées à un espèce de combo, si je peux me permettre de le dire comme ça, qui est le combo automatisation et intelligence artificielle. Ce combo-là, il rend des choses possibles dans les différents organes de notre Ouais. entreprise. Hem Faut le faire aussi en compréhension de notre organisation humaine, de ce que ça va engendrer derrière, des métiers sur lesquels, on va être capable de spécialiser un peu plus les gens. Donc, je pense que tout ça est encore une fois, au balbutiement et dans quelque chose sur lequel on sait qu'il y a besoin de réflexion et à mon sens, la meilleure façon de faire, c'est de tester sur des petits projets, sur des petits POC, avec des petites ambitions au début, mais qui transforment finalement ce qu'on pense être possible en quelque chose de réel avec des vrais retours sur investissement. Et c'est en ça que chaque organe de l'entreprise pourra, à mon sens, valoriser et évangéliser d'une certaine façon auprès du public qui va suivre tout ça, que c'est un intérêt. Que c'est un intérêt pour nous, entreprise, pour les équipes qui travaillent et vis-à-vis de la concurrence. Parce que, qu'on soit très clair, aujourd'hui, si on ne fait pas ça aujourd'hui, les autres ne nous attendront pas. Donc on se doit d'être, factuellement, pas en retard et voilà, je pense que c'est important. Je me mets à la place enfin non, la vérité, c'est que j'ai du mal à me mettre à la place des patrons d'entreprise, dans ce monde qui bouge, excessivement vite. Mmh. Hem, il y a énormément de solutions, disponibles. Oui. Il y a énormément de plateformes disponibles. Elles évoluent excessivement vite et je me dis que ça va pas être simple de s'y retrouver au quotidien et de se dire, «Je fais les bons choix». Donc ta recommandation finalement, c'est toi de dire: «Il y a plein de solutions, mec, c'est la bonne solution. Je vais commencer par identifier quelques cas d'usage, des quick wins que je vais implémenter pour ensuite aller chercher plus loin». C'est ça que tu dis? Mec, c'est clairement c'était la bonne solution pour nos use cases à nous et aujourd'hui, ça y répond bien et ça évolue, je dirais même positivement avec les ambitions qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc oui, des petits use cases, donc ça, c'est un vrai learning, hein, ne pas voir trop gros au début. Vaut mieux, hem, consommer l'idée principale au départ et construire dessus pour que ça devienne plus gros. Mais en fait, on peut être tenté de vouloir tout de suite faire quelque chose qui soit un mastodon en termes de workflow, en termes Faire de un très gros contenu, en termes projet. de et en fait, les cas d'usage qu'on a eu chez nous, nous ont montré que finalement, on perd plus de temps à retravailler quelque chose de trop gros, plutôt qu'à construire sur quelque chose de plus petit. Et ça, je pense que c'est une bonne façon d'appréhender les choses. Se dire que finalement, on commence petit avec l'ambition de construire dessus, Mmh mh. plus que d'aller chercher tout de suite le gros et de devoir retravailler et d'avoir des imperfections Et d'avoir un effet déceptif et un effet déceptif derrière, par par rapport rapport à à ce un qu'on gain avait imaginé. potentiel, ouais, Tout à fait, tout à fait. j'imagine. Hem, je parlais, des responsables des entreprises dont Ouais. tu fais partie. C'est vrai que c'est pas simple de s'y retrouver. J'ai du mal à me dire: «Il y a 2 ou 3 ans, on fonctionnait comme ça, maintenant on fonctionne, comme ceci». Est-ce que tu as un recul toi sur, ou est-ce que tu fais ce stop quelquefois de dire: «Il y a 3 ans, on fonctionnait comme ça, aujourd'hui c'est comme ça» et est-ce que tu vois dans 3 ans?
Oui, alors ce qu'on se dit souvent et ce que je trouve assez intéressant, c'est que, bah, déjà, tu as raison, ça allait très vite, David. Ça allait très vite et sincèrement, il y a 3 ans, tu m'aurais dit les possibilités qui étaient les nôtres aujourd'hui, 3 ans plus tard, C'est dingue ce qui s'est je suis passé. pas sûr que je t'aurais cru. Je suis pas sûr que je t'aurais cru. Mais fatalement, nous, on est dans ce cas-là parce qu'Oscaro, c'est une boîte très, avec beaucoup de données. C'est une boîte avec une complexité inhérente au monde de l'automobile. C'est une société e-commerce, 100 e-commerce. Donc, j'ai envie de dire, non, aujourd'hui, nous, on ne pourrait plus traiter un certain nombre de sujets comme on les traitait il y a 3, 4 ans. Ça, c'est clair. Mais ça dépend aussi, je veux dire, une boulangerie, par exemple, il y a peut-être l'IA n'a peut-être pas beaucoup de changements dans son quotidien. Donc je pense que ça dépend aussi, de façon assez objective, du secteur, et de la capacité du secteur à être protégé, à être captif, à être lent, à Mmh. être donc nous, ça s'y adaptait franchement bien. Donc ça, c'est le premier point. Mais ça s'y adapte franchement bien, mais en fait, la vraie question qu'on s'est posée, c'est pas: «Est-ce qu'on aurait fait pareil il y a 3 ans ou pas?» C'est, à quel moment finalement il commence à y avoir un vrai décalage entre la façon dont nous on gère les choses et la façon dont le monde réel ou nos concurrents les gèrent de l'autre côté? Et c'est là, dès que ça, on commence à s'en rendre compte Ouais. que potentiellement on peut prendre du retard parce que là où nous on Et va du coup, mettre on est à risque. et du coup, on est à risque et c'est là qu'il faut commencer à agir. Donc nous, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on s'est dit. On s'est dit: «Quand on voit ce qui est possible, si nous, on ne prend pas le pas et que que le marché, nos concurrents le prennent, bah, on va se retrouver en retard par rapport à la concurrent» et donc là, on perd de la vitesse d'exécution. Donc en termes de, là où jusqu'où on peut aller. En termes de boule de cristal, de perspective, Ouais. comment tu vois les choses? Comment je vois les choses? Je pense qu'on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins d'une vraie révolution, bien entendu. Vraie révolution parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ça génère des gains, heu, j'allais dire de productivité, et 2 de capacité à aller toucher des choses qu'on était incapable d'imaginer il y a quelques années. Je l'évoquais tout à l'heure, on a des millions de pages sur Oscaro. Notre capacité à passer sur chacune de ces pages pour créer un contenu qui soit narratif, qui donne envie aux clients d'acheter, et cetera. Il y a 3 ans, j'avais rien qui s'offrait à moi Ah pour oui, me bien permettre sûr. de faire ça. Donc on a gagné en productivité et on a gagné à toucher des choses qu'on imaginait possibles, mais qui, par les moyens à notre disposition, ne l'étaient pas. Ça l'est désormais. Donc ça, c'est du concret. C'est vraiment la technologie Oui. au service, d'une meilleure organisation, d'une efficience et une fois de plus, c'est pas de l'innovation pour l'innovation, mais de l'innovation, pour les besoins d'entreprise Et de nos clients. et des clients Et des clients. surtout, parce que pas Tout à fait. d'entreprise sans clients. Si je repose, ma question sur les perspectives. Ouais. Comment, tu projettes l'utilisation de Make? Mmh. Je dirais, Make qui va continuer d'évoluer aussi. Il y a des nouveautés qui arrivent. J'espère. On n'arrête pas, on n'a jamais été aussi fort dans l'innovation. On sort des nouveautés, de plus en plus, régulièrement maintenant. Comment tu projettes l'utilisation de Make dans l'entreprise à horizon 3 ans? Et c'est pas un engagement que je te demande là, hein. Non, je sais bien. Non, objectivement, c'est vrai qu'on voit que ça va tellement vite que c'est finalement assez dur de se projeter à 3 ans. Mais déjà, si je me projette devant, est-ce que ça sera à 6 mois, à 1 an, à 3 ans? J'ai encore un peu de mal, objectivement, Ouais, je comprends. à comprendre la vitesse à laquelle ça va. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on est quand même en train de passer d'un mode qui était un mode d'exécution, parfois de tâches un petit peu répétitives, qui étaient mises en place, à un mode où on est plus au niveau du pilotage, de l'arbitrage, de la prise de décision. Et ça change les Oui. choses. Ça change les choses pour les équipes, ça change les choses sur notre capacité à aller plus loin sur des sujets. Et on se dit que finalement, la valeur ajoutée des gens, elle va être mise peut-être de façon un peu différente. Donc je prends l'exemple de façon très pragmatique de mes équipes. Avant, on avait des personnes qui avaient vocation à rédiger des contenus. Heu, on a toujours des personnes, mais qui vont plus être dans un mode de contrôle, d'accompagnement. On va continuer à rédiger des contenus, mais peut-être de façon plus pertinente. Ces gens-là vont Ouais. pouvoir y passer plus de temps dessus parce qu'ils auront généré du volume par d'autres leviers. Donc, je pense qu'il y a voilà, un mindset qui est en train d'évoluer. Et ce mindset, il doit être pris très au sérieux parce que, objectivement, je pense que ça va dans le bon sens. À la fois, cette vitesse d'exécution va dans le bon sens, à la fois pour nos clients, mais aussi pour la performance économique des entreprises. Donc, ça marche, c'est double emploi
pour moi. Donc ce que tu dis, à travers la technologie qui se répand, qui finalement, est un vrai levier pour transformer les organisations, les enjeux sont plus ou moins technologiques, mais plus organisationnels? En fait, la technologie, j'ai l'impression qu'elle est déjà accessible et il y a plus qu'à aller l'accueillir aujourd'hui. Mais maintenant, il faut qu'on trouve comment cela fonctionne au sein des organisations existantes. C'est plus comme ça que je le mettrais et on a aujourd'hui des idées, on a des ambitions, et on se dit que finalement, on doit faire avec les forces qui sont les nôtres en présence. Et les forces en présence, elles vont nous permettre demain, d'aller plus vite, plus loin. C'est toujours ces mêmes personnes, c'est toujours ces mêmes forces en présence, mais on doit les outiller pour qu'elles puissent aller plus vite, plus loin. Et c'est ça qu'on est en train de créer aujourd'hui, en tout cas au sein d'Oscaro. D'accord. Donc évolution organisationnelle, évolution dans les manières de faire, également, à travers l'adoption de la technologie. J'imagine qu'il va y avoir des enjeux, ressources humaines. Alors quand je dis ressources humaines, mais tu l'as souligné, c'est faire différemment, sans dire de faire autrement, mais c'est vraiment ça, c'est un enjeu majeur pour toi? Oui, c'est un enjeu majeur. Si je prends une partie de mes équipes, on se rend compte que les métiers sont en train d'évoluer. On se rend compte, comme je le disais, que les métiers sont en train de passer heu, les tâches répétitives, elles vont avoir de moins en moins de sens dans les organisations avec les outils qui sont mis à Elles disposition. embêtent de plus en plus ces tâches répétitives. Mais au contraire, on va pouvoir utiliser d'autres atouts de ces personnes, des atouts, on va dire plus, de connaissances mécaniques pour certains, de connaissances, et de jugement sur la qualité du contenu pour d'autres, d'accompagnement avec une vision SEO, GIO. On n'en parle pas, mais il y a aussi Absolument. toute cette évolution GIO qui est en train d'arriver par la LLM. Donc finalement, ce qu'on se dit, c'est qu'on était dans une situation où on voit plein d'outils arriver, on voit plein de possibilités arriver. Il faut qu'on soit capable de les mettre petit à petit, en prouvant que chaque fois qu'on fait un pas, bah, ça a du sens, à la fois pour les équipes en place et pour l'entreprise et sa rentabilité, bien entendu. Si tu avais un conseil ou des conseils, pour des dirigeants d'entreprise qui se posent encore des questions aujourd'hui par rapport à l'IA, par rapport à l'automatisation, quels seraient-ils? Alors, ça serait, 3 grands conseils. Le premier, c'est de tester. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas testé, bah, je pense qu'on a du mal à se rendre compte des possibilités. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est que ça soit bien cadré. C'est-à-dire ne pas, comme je l'évoquais, ne pas penser trop gros tout de suite et avoir un objectif précis, parfois pas trop ambitieux, mais pour montrer que finalement on y arrive et qu'on y arrive assez facilement. Et enfin le dernier, c'est de bien communiquer afin d'obtenir l'adhésion des équipes qui cogitent autour du projet. Donc, que ça soit côté IT, que ça soit côté finance, que ça soit côté RH. Donc ça veut dire aussi Voilà, aligner, toutes les ressources internes exactement. autour de la technologie. Donc je résumerai ça comme ça en disant, tester, cadrer et communiquer pour obtenir l'adhésion. C'est, à mon avis, les bonnes pratiques. Dans la mise en œuvre de la solution, quels sont les écueils majeurs que vous avez, Mmh. rencontrés? Il y en a un gros, c'est finalement de penser qu'un workflow n'évoluera pas et ça, Ça, on c'est quelque chose que concrètement, vous avez dit: «Un workflow, on le fait, c'est figé». exactement. La réalité, c'est que c'est pas figé. C'est pas figé. C'est pas figé et ça ne doit pas être figé. C'est ça qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure. On a, comme je l'évoquais, peut-être pensé un peu trop gros au début et donc une fois qu'on l'a fini, on s'est dit: «C'est bon, Ça y est, on l'a on fait, est sauvé, on terminé, l'a fait, on est tranquille». on passe au suivant. Mais c'était pas ça, en fait et c'est ça qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure, c'est que finalement, ça nous a parfois coûté cher en erreur à vouloir penser trop gros, alors que si on avait suivi ce conseil-là de faire plus petit au début et de construire dessus, on aurait passé beaucoup moins de temps à essayer de combler des problématiques qu'on a rencontrées dans les use cases trop gros. OK. Donc, il faut pas penser que ça évoluera pas parce que nous, ce qu'on se rend compte, c'est on continue encore d'avoir des idées d'évolution quelques mois après les mises en production. Donc ça vaut le coup de penser petit et de construire au fur et à mesure. Est-ce que c'est compliqué de faire évoluer un workflow?
Non, c'est pas compliqué de faire évoluer un workflow. En fait, il faut bien identifier à quel endroit on est perfectible. Et l'exemple que j'ai là, c'est qu'au début, on l'a pensé France. Et puis, on a créé des branches qui permettraient d'aller chercher le workflow de traduction derrière et qui revenaient dans le workflow traditionnel. Donc non, c'est pas compliqué de faire évoluer un workflow. Il faut simplement, bien identifier les endroits sur lesquels on a la possibilité de faire évoluer les les données, les besoins, sans pour autant casser le reste du workflow. Et l'une des grandes forces, j'imagine, de cette réactivité et capacité d'adaptation, finalement, c'est que la grande partie de ces cas d'usage sont réalisés par des gens qui connaissent le métier, qui sont au sein des équipes. C'est le grand changement pour nous et si je devais, en un mot décrire ce que ça nous a amené, j'utiliserais le mot contournement. Pas contournement dans son sens péjoratif, on contourne pas, mais on contourne les problématiques qui étaient les nôtres avant, qui nous permettaient, un de passer à l'échelle et 2 de devoir rentrer dans des, processus de, j'allais dire de roadmap IT. Là, on a la chance de pouvoir générer un certain nombre de choses directement par le métier, dans le métier et ça, c'est un luxe, qui là encore n'existait pas il y a finalement 1 an et demi, 2 ans. On n'en serait pas là si on n'avait pas eu ce combo, comme je l'évoquais, LLM et automatisation avec Make. Donc la simplicité de Make, finalement, pour les utilisateurs, est une force très importante et un vrai levier. C'est un vrai levier parce qu'on a gagné cette indépendance. Donc, ça nous permet d'aller plus vite, là où on pense que c'est le plus crucial. Si je devais dire un truc, je dirais: la mise à l'échelle devient possible et ça, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est un vrai vecteur de changement pour Oscaro. Fait, finalement, améliorer des fiches produits, créer des contenus qui les rendent plus pertinents, c'était déjà possible. J'avais pas besoin de mec, j'avais pas besoin Bien d'LLM sûr, oui. pour faire tout ça. Mais le faire sur 1 800 000 produits, avec des croisements en milliards en termes de véhicules, catégories qu'on est capable de faire, j'aurais jamais eu les ressources pour me permettre de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je dirais que la mise à l'échelle est possible et ça, pour un site comme Oscaro, c'est un vrai changement. Merci Jonathan Merci David. pour ces éléments. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. C'était absolument passionnant. Je pense que j'aurai encore plein de questions, mais on se paiera le luxe de se revoir très prochainement. Avec grand plaisir, merci. Merci.